L'évaluation des emplois consiste à analyser et à évaluer les emplois pour déterminer leur valeur relative. On dit souvent qu'on ne peut pas comparer des pommes et des oranges. Pourtant, certaines méthodes d'évaluation permettent de le faire. En effet, en décortiquant chaque fruit, on est capable de comparer leurs valeurs respectives en termes d'apport quotidien, en vitamine C, en fibres et en calories, etc. On peut donc ensuite obtenir une hiérarchie basée sur leurs valeurs nutritives. Avec la méthode d'évaluation par points et facteurs, c'est ce qu'on fait avec les emplois. On les décortique en de plus petites composantes, qu'on appelle sous-facteurs, pour pouvoir les comparer entre eux. Il existe d'autres méthodes de classement des emplois, mais en plus de faciliter l'application de la loi sur l'équité salariale, la méthode par points et facteurs est certainement la plus rigoureuse puisqu'elle permet une analyse logique et systématique des caractéristiques des emplois. Concrètement, il s'agit d'utiliser une seule et même grille d'évaluation pour l'ensemble des emplois d'une entreprise ou d'une unité d'accréditation. Cette grille est développée de manière à pouvoir considérer les caractéristiques des emplois susceptibles d'être rencontrés dans l'entreprise et doit autant tenir compte des caractéristiques des emplois féminins que des caractéristiques des emplois masculins. Dans le cas de la fonction publique, un système d'évaluation à 17 sous-facteurs a conjointement été développé lors des travaux d'équité salariale. On y retrouve évidemment les 4 facteurs déjà identifiés par la loi sur l'équité salariale, soit les qualifications requises, les efforts déployés, les responsabilités assumées et les conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Le facteur effort a ainsi été décliné en 5 sous-facteurs: l'autonomie, le raisonnement, la créativité, la concentration et l'attention sensorielle, ainsi que l'effort physique à déployer dans l'accomplissement des tâches de l'emploi. Au facteur responsabilité, on retrouve 4 sous-facteurs. Le premier regroupe la responsabilité à l'égard d'un programme ou d'une activité ou des services rendus à la clientèle ou en regard des ressources financières ou matérielles. Le deuxième tient compte de la responsabilité à l'égard des personnes. Le troisième mesure la responsabilité à l'égard des communications. Et finalement, le quatrième sous-facteur mesure la responsabilité de supervision et de coordination des personnes. Le facteur qualification se décline à son tour en 5 sous-facteurs: l'exigence de l'emploi en matière de formation professionnelle, d'expérience préalable et d'initiation, de mise à jour des connaissances. On mesure également à ce sous-facteur les habiletés en relations interpersonnelles et les habiletés physiques ou la dextérité manuelle dont doivent faire preuve les personnes salariées dans l'exercice de leurs tâches. Finalement, on évalue les conditions dans lesquelles le travail s'effectue à l'aide de 3 sous-facteurs: les conditions physiques, les conditions psychologiques et les risques rencontrés dans l'exercice de l'emploi. Chaque sous-facteur est divisé en niveaux croissants de présence de la caractéristique évaluée. Celle-ci est identifiée par un chiffre qu'on appelle une cote. Par exemple, le plan sert à déterminer le niveau qui reflète le plus adéquatement les responsabilités à l'égard des communications exigées pour accomplir les tâches de l'emploi. Le sous-facteur communication est décliné en 7 niveaux allant de transmettre et recevoir des renseignements factuels à communication en vue d'obtenir l'adhésion des personnes en exerçant son influence ou en faisant valoir ses arguments. Une fois cette étape complétée, on analyse le contenu des questionnaires remplis par les personnes salariées et validés par leur gestionnaire, les directives de classification ou les descriptions d'emploi. Le tout est traité à l'aide du système de la grille d'évaluation. Prenons l'exemple d'un ouvrier agricole et d'une secrétaire. Il serait trop long de passer les 17 sous-facteurs, mais quelques sous-facteurs vous permettront d'avoir une bonne idée du processus. L'ouvrier agricole utilise des outils, des instruments ou de la machinerie, par exemple. Il peut avoir à manipuler des seringues ou des pipettes lorsqu'il insémine la volaille. Le plus souvent, par contre, il manipule de gros objets comme le volant d'un tracteur, des fourches, etc. Ce qui requiert évidemment moins de dextérité fine. La secrétaire, de son côté, doit utiliser le doigté sur son clavier d'ordinateur avec une certaine vitesse et avec précision pour livrer les documents dans un délai raisonnable. Il est donc évident, aux sous-facteurs habileté physique et dextérité manuelle, que les 2 emplois ne coteront pas au même niveau. La dextérité manuelle fine de la secrétaire de direction va lui permettre d'obtenir une cote supérieure à celle de l'ouvrier. Par contre, lorsqu'on évalue le sous-facteur conditions physiques, on observera le contraire. L'ouvrier travaille souvent à l'extérieur, dans des conditions climatiques parfois difficiles,
Et lorsqu'il prend soin des animaux, il est également exposé à d'autres types de désagréments. La secrétaire, de son côté, travaille à l'intérieur, dans un bureau ou une aire ouverte. À ce sous-facteur, il est donc tout aussi évident que l'ouvrier obtiendra une cote plus élevée. Si on regarde maintenant un dernier sous-facteur, soit la concentration ou l'attention sensorielle, le résultat est moins prévisible. L'ouvrier doit être attentif lorsqu'il conduit un tracteur muni d'un équipement aratoire pour circuler en ligne droite tout en surveillant la profondeur des sillons ou que l'engrais est distribué uniformément. La secrétaire, pour sa part, doit se concentrer lorsqu'elle fait de la transcription, de la révision linguistique ou de la correction d'orthographe. D'autant plus que ces tâches s'effectuent le plus souvent dans des situations d'interruption involontaire. Si on prend les deux emplois, même s'ils sont différents, on peut conclure que leur effort de concentration ou d'attention sensorielle est de même valeur et leur attribuer la même cote. Bref, l'évaluation de la valeur des emplois consiste donc à faire cet exercice avec tous les sous-facteurs du plan d'évaluation pour chacune des catégories d'emplois et à s'entendre avec l'employeur sur un même niveau. Le tout doit donc être discuté, argumenté, convenu et paraphé en comité. Il en résulte une série de cotes qui correspondent au niveau de présence constaté dans l'accomplissement des tâches de l'emploi pour chaque sous-facteur. Une fois ce long processus terminé, les évaluateurs associent une valeur en points à chaque niveau de présence pour chaque sous-facteur. Cet exercice est fait selon une logique arithmétique en tenant compte de l'importance du sous-facteur pour l'accomplissement de la mission de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la pondération ou le poids relatif. En additionnant le nombre de points qui correspond à la cote obtenue à chaque sous-facteur, on obtient un pointage final qui permet de comparer la valeur des emplois. Dans la fonction publique, comme beaucoup d'autres entreprises où il y a un nombre important d'emplois, le pointage de chacun correspond à un rangement, soit un intervalle de points où les emplois sont considérés de valeur équivalente ou dont la valeur n'est pas suffisamment éloignée pour justifier une rémunération différente. Le rangement 1 regroupe les emplois dont le pointage se situe par exemple entre 180 et 208 points. Le rangement 2 regroupe les emplois dont le pointage se situe entre 209 et 237 points et ainsi de suite en suivant un intervalle de 29 points. À chaque rangement correspond un salaire, établi selon une courbe dans le cas de l'évaluation du maintien de l'équité salariale et de la structure, dans le cas de la relativité ou des travaux de classification. Dans le cadre des travaux de relativité 2015 en vigueur en 2019, au pointage du rangement 1 correspond le maximum de salaire de 18 et 13, au pointage du rangement 2, celui de 18 et 39, au rangement 3, celui de 19 et 21, ainsi de suite.